Alors, donc, ce qu'explique Kant, en fait, et c'est ça qu'il faut comprendre en deux temps. On va rouvrir un tout petit peu, voilà. Juste de quoi embêter votre camarade. Si vous voulez vous déplacer, n'hésitez pas, hein. De toute façon, le problème, c'est que ça risque de tourner. Alors, euh, ce que j'avais commencé à expliquer euh, tout à l'heure, c'est que pour Kant, le bonheur est évidemment une fin. C'est un but que nous, c'est tellement une fin en fait que c'est peut-être la seule fin que nous recherchons tous de manière universelle. Ça, c'est le premier point. Et là où ça se complique, c'est lorsque on se demande si cette fin peut aussi être un devoir. Deuxième étape. Troisième étape, lorsque... Bon, là, ça fait deux fois que je m'interromps. La troisième, vous planchez sur quelque chose. Lorsque cette fin est également un devoir, il faut comprendre que ce n'est pas une fin en soi, mais simplement un moyen de garantir, plutôt de permettre en fait, de préserver notre volonté face à sa faiblesse en nous permettant d'entendre la voix du devoir. C'était ces trois étapes qu'il fallait mettre en évidence. C'est pour ça que, chut, décidément, c'est pour ça que Kant parle de moyens légitimes. Qu'est-ce que c'est qu'un moyen légitime? Qu'est-ce que c'est que la légitimité? Très peu de copies, peut-être Fabien, très peu de copies à thématiser cette notion de la légitimité. Pourquoi est-ce que c'est un moyen légitime? Ça devient un moyen légitime à partir du moment où euh, il tire sa légitimité d'une autorité qui est celle de la raison pratique, qui est celle en fait du devoir. Ok. Alors, ouais, parfois il y a vraiment cette phrase n'a pas été comprise du tout. Il n'est que le moyen légitime d'écarter les obstacles qui s'opposent à ce but. Je vais traduire, hein. Euh, Quel est le but ici? Le but, c'est la morale, on est d'accord. C'est l'obéissance au devoir. Donc, ce que dit Kant, c'est que le bonheur n'est que le moyen légitime d'écarter les obstacles qui s'opposent à la morale. Quels sont les obstacles qui s'opposent à la morale? C'est précisément l'adversité, la douleur, l'indigence. Ok. Alors, je vais expliquer ça plus à fond avant d'entrer justement dans la phrase suivante. Que nous dit ici Kant qui soit problématique? Ce qui est problématique, c'est de faire précisément du bonheur un devoir et même indirect. Alors, on a déjà dit pourquoi euh, de faire du bonheur un devoir direct était totalement impossible pour Kant. Pour Kant, le bonheur, mon propre bonheur ne peut pas être un devoir, mais c'est problématique pour une autre raison. C'est une raison qu'on avait vue en cours, c'est que le bonheur n'est pas déterminé par des règles a priori de la raison. Autrement dit, je ne peux pas savoir indépendamment de l'expérience et de manière absolument certaine ce qui peut me rendre heureux. Donc, de faire du devoir, de faire du bonheur un devoir, même indirect, ça pose problème parce que quand je dis que je fais mon devoir, je sais ce qu'il faut que je fasse. Quand je dis qu'il faut que je sois heureux parce que c'est un devoir, même indirect, je ne sais pas au juste ce qu'il faut que je fasse. Parce que je ne peux pas. Et là, pour le coup, il y a un vrai problème. Là, pour le coup, il y a un vrai problème. Je ne peux pas savoir avec certitude ce qui me rendra heureux. Et Kant, dans la deuxième section de la Fondation de la métaphysique des mœurs, dit, en gros, je ne suis pas totalement largué pour savoir ce qui va me rendre heureux. Il faut que je me fie aux conseils de l'expérience. En gros, globalement, pas être trop pauvre, ça peut rendre heureux. Être à peu près en bonne santé, ça peut rendre heureux. Être à peu près cultivé, ça peut rendre heureux.
vivre à peu près longtemps, ça peut rendre heureux, mais on ne le saura jamais avec certitude. Et parfois, ces états-là peuvent nous rendre malheureux sans qu'on puisse s'en douter. Bon, alors, là, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que normalement, un devoir est une règle pratique qui encadre notre conduite de manière déterminée. Ici, se faire un devoir d'être heureux, ça ne peut pas coller. Parce que je ne sais pas, je ne peux pas savoir avec une certitude a priori ce qui peut me rendre heureux. Alors, comment sauver le sens de ce que dit Kant? On peut se dire, ok, je n'ai pas le devoir d'être heureux, même indirectement. En revanche, j'ai le devoir de chercher les états qui contribuent, selon l'opinion générale, à me rendre heureux, c'est-à-dire aisance, force, santé, prospérité. Ok. Alors, je lis la phrase suivante. Personne d'autre n'a-t-il le droit d'exiger de moi le sacrifice de mes fins quand elles ne sont pas immorales. Quand elles ne sont pas immorales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant donné que le bonheur peut me conduire effectivement à la moralité, personne n'a le droit en fait de s'opposer à mon bonheur, puisque si ça se trouve, il va me permettre d'agir moralement. Ça ne veut pas dire que le bonheur est forcément moral, ça veut dire que tant que je ne fais pas quelque chose d'immoral, pour être heureux, personne ne peut m'empêcher d'être heureux à ma manière. C'est la limite, ça on l'avait vu dans Théorie et pratique de Kant, 1793, je crois que c'est la deuxième section de Théorie et pratique. C'est ce que Kant dit lorsqu'il parle du paternalisme d'État. En gros, le rôle de l'État, ce n'est pas de rendre les citoyens vertueux, ce n'est pas de dire voilà comment il faut vous comporter pour être heureux et moraux. Le rôle de l'État, c'est d'empêcher l'immoralité de ses citoyens. Ce n'est pas de les conduire à la vertu, ce n'est pas de les conduire au bonheur, c'est simplement effectivement les punir lorsqu'ils agissent de manière immorale. Bon, très bien. Mais en gros, ce que dit Kant ici, et ça a été souvent mal compris, je crois que je l'ai dit pour la première heure, lors de la première heure, c'est que Kant ne nous dit pas ici, il faut être prêt à sacrifier son bonheur sur l'autel de la morale. Il dit exactement en fait l'inverse. Il dit il vaut mieux un monde où personne ne se comporte moralement, mais personne ne se comporte immoralement non plus, avec des gens heureux, plutôt qu'un monde où tout le monde va agir moralement en sacrifiant son propre bonheur. Kant est, pour un Allemand, assez humain finalement. Hein. Il dit pas il faut qu'on soit des saints, il faut qu'on soit tous Martin Luther. Non, c'est pas ça le projet de Kant. Oui, c'est bon. Ok. Le projet de Kant, c'est précisément de prendre les êtres humains tels qu'ils sont, et effectivement, nul n'a le droit de s'opposer à mes actions si elles me permettent de me rendre heureux, même si voilà, elles ne sont pas totalement morales, tant qu'elles ne sont pas immorales. J'ai vu une main se lever, c'était vous, Antoine. Ah, oui, ok, je vois. Ne pas être moral, c'est pas la même chose. Et non. Être immoral, c'est tuer, voler, mentir, violer, tout ce que vous voulez. Ça, c'est être immoral. Ne pas être moral, ça peut être se comporter conformément au devoir, mais pas par devoir. Je m'explique. C'est ce que disait Kant dans cette fameuse section, cette fameuse deuxième section de la fondation de la métaphysique des mœurs. Je peux très bien refuser de mentir, mais par intérêt ou par peur. Je peux très bien refuser de voler par peur. Okay. Je peux très bien refuser de tuer par peur ou tout simplement parce que c'est pas trop mon délire. Ouais. Pour lui, ça veut dire que ne pas être immoral, ça ne veut pas dire être moral pour autant. Ça ne veut pas dire être moral pour autant. Vous savez, c'est
le... Mathias, concentré. Ça ne veut pas dire être moral pour autant, bien sûr que non. Être moral, ça veut dire se déterminer seulement par devoir. C'est-à-dire refuser de mentir, non pas parce que ça va dans mon intérêt, mais parce que c'est ce qu'il faut faire. Ok, à tout prix, et voilà, comme dirait l'autre, quoi qu'il en coûte. Donc, quel qu'en soit le coût, effectivement, pour moi, et peut-être même pour les autres, c'est ce qui va séparer euh, Kant des utilitaristes anglo-saxons qui vont venir quelques décennies plus tard. Alors, c'est bon pour tout le monde. Il y avait aussi un truc à faire sur impératif catégorique et impératif hypothétique. Euh, Certains d'entre vous l'ont soulevé. Ça n'a pas toujours été très très bien fait. Je pense notamment justement à Mathias qui continue. Enfin, ouais, vous deux là. Voilà. Non mais ça suffit. Chez Mathias, ça n'avait pas été très très bien fait justement parce que bon, pour la faire brève, qu'est-ce que c'est qu'un impératif catégorique? Qu'est-ce que c'est qu'un impératif hypothétique? Catégorique et hypothétique, ça désigne la forme logique par laquelle se présente un commandement à notre volonté. Autrement dit, comment je formule un ordre lorsque je veux faire quelque chose et que je dois faire quelque chose dans certaines circonstances. Ok. Typiquement, qu'est-ce que ça donne? Il y a deux types de commandements. Il faut parce qu'il faut. Il faut parce que c'est intimement conforme à ma raison que de faire ce que je fais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est il faut que je fasse ceci pour obtenir cela. Le premier commandement, la première forme de commandement, c'est sa forme catégorique. Il faut parce qu'il faut. Catégorique, ça veut dire que il y a précisément ça tombe. Catégorie, ça veut dire ce qui tombe. Bah voilà, il faut parce qu'il faut. Hypothétique, ça veut dire ce qui est placé sous une condition. Hypo, c'est sous. Et thétique, c'est placé. Donc hypothétique, c'est si je veux ta, alors je dois faire ta. Bon. Ici, ce qui est quand même bizarre, c'est que Kant caractérise le devoir comme sous la forme de l'impératif catégorique. Un devoir, c'est il faut parce qu'il faut. Et là, très clairement, il présente le bonheur comme un moyen pour, non pas parvenir à la moralité, mais en tout cas essayer de protéger notre volonté contre l'immoralité. Bah ouais, c'est pour ça que, mais en fait c'est pas un mystère, c'est pour ça que Kant dit que la recherche du bonheur, c'est pas un devoir direct, c'est un devoir indirect. C'est le seul devoir, c'est le seul devoir qui soit un impératif, qui prenne la forme d'un impératif hypothétique. C'est pour ça que le texte est intéressant, entre autres. Là, c'est effectivement, en gros, c'est ce qu'explique Kant sur mon propre bonheur comme un devoir, c'est l'exception qui confirme la règle. Alors, je finis vite. Hein. Chercher l'aisance pour elle-même n'est pas directement un devoir, mais s'en peut bien être un indirectement de détourner de soi la misère comme une mauvaise conseillère. Ok, là, généralement, ça a été très bien vu, notamment dans la copie de Fabien. Je me rappelle plus ce qu'a fait Dorian. Qui a la copie de... Ouais. Mais c'est ce qu'il fallait voir, en fait, c'est que c'est aussi ça, un petit peu, la différence entre ne pas être moral et être immoral. Ou plutôt, être moral et se comporter conformément à la morale. En fait, c'est le même phénomène. Être riche ou être à l'aise, on va dire, et ne pas être à la rue, c'est le même phénomène vu sous deux angles différents. Et c'est exactement ce qu'il fallait voir. Effectivement, rechercher la richesse, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas même quelque chose de moral. En revanche, vu sous un autre angle, c'est-à-dire vu sous l'angle selon lequel on écarte la pauvreté, on l'éloigne de nous, là, ça devient un devoir indirect. C'est le même phénomène, mais vu sous deux angles différents. Et qu'est-ce qui fait qu'on change d'angle?
Eh bien, dans un cas, on est strictement intéressé. Dans l'autre cas, ce qu'on fait, en fait, c'est plutôt de préserver les conditions à partir desquelles on peut obéir aux devoirs. Alors, j'ai quelques élèves qui m'ont fait qui ont fait remarquer à juste titre dans la copie que ça, c'est très important que je revienne dessus. J'aurais dû le faire au début, que la pauvreté n'est pas la garantie du vice, de la même manière que l'aisance n'est pas la garantie de la vertu. Autrement dit, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est malhonnête, et c'est pas parce qu'on est riche qu'on est honnête. Et parfois même, on peut se dire qu'il n'y a absolument aucun moyen de savoir si un pauvre va être malhonnête ou honnête, et il y a encore moins de raisons de penser qu'un riche va être plus honnête qu'honnête. Plus honnête que malhonnête. Autrement dit, il y a plutôt une présomption de malhonnêteté. Alors, que faut-il penser de cet argument? Kant ne nous dit pas, c'est pour ça que j'avais parlé de déterminisme au départ. Kant ne nous dit pas que la richesse va nous conduire à agir moralement. Il nous dit que lorsqu'on est riche, lorsqu'on est débarrassé de l'inquiétude du lendemain parce qu'on sait qu'on va pouvoir manger le lendemain, eh bien, on ne va pas en fait avoir l'excuse de dire bah non, je ne pouvais pas entendre la voix de la morale. C'est un petit peu, je ne sais plus dans quel évangile c'est un petit peu ce que dit le Christ à un pharisien. En vérité, je te le dis, il dit toujours ça. Il sera plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille, c'est le trou minuscule par lequel on passe le fil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on agit immoralement et qu'on est riche, là, c'est clairement faute lourde pour Kant. C'est très très clairement faute lourde. C'est très 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 clairement inexcusable, non seulement du point de vue du droit, mais du point de vue de la morale. Ça ne veut pas dire non plus que Kant excuse les pauvres s'ils se comportent, ou les gens qui souffrent, s'ils se comportent immoralement. Parce que Kant pose quand même que l'acte moral est un acte libre, mais ça veut dire tout de même que Kant n'est pas complètement irréaliste. Lorsqu'on crève de faim, si le choix se porte entre crever de faim et être moral, et voler de la nourriture, et vivre et ne pas être moral, eh bien, on choisira la deuxième option. On choisira la seconde option. Ok. Est-ce que ça va? Ça va? Des questions? Pas de questions. Ok. Alors, j'ai peut-être arrêté la vidéo là pour en refaire une autre pour que ce soit clair. Donc là, c'était la correction de l'explication de texte. Ah oui, c'était ça mon deuxième message de service que j'avais annoncé au tout début de l'heure, excusez-moi. Les élèves qui ne m'ont pas rendu leur copie en temps, en heure et même 2 semaines après l'heure, voilà ce que je vous propose. Il reste, la note sanction reste, hein, ça j'y tiens parce que c'est pas acceptable. En revanche, je ne sais pas si c'est à vous c'est à votre voisine que j'en avais parlé. Vous avez la possibilité de me rendre pour le début de la semaine prochaine, si vous voulez limiter les dégâts pour votre moyenne, vous avez la possibilité de me rendre une intro sur le sujet suivant. À quoi sert l'œuvre d'art? À quoi sert l'œuvre d'art? Ok. En revanche, c'est limité aux élèves qui ne m'ont pas rendu de travaux. Parce que faut que je me préserve un petit peu en matière de correction de copie. Ça pleut en permanence. Alors.